Hello à tous, bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'accueillir Safia et Jonathan du cabinet de coaching ACT. Ils ont construit une véritable réussite sur les réseaux sociaux et c'était important pour moi de discuter avec eux de leur parcours pour partager avec vous plein de valeurs, notamment sur la thématique de l'entrepreneuriat en couple et plus largement l'entrepreneuriat quand on a une vie de famille, parce que ce sont également les parents de 4 enfants. C'est une discussion riche, passionnante que j'ai eue avec eux et que je vous invite à découvrir tout de suite. Belle écoute! Salut Jonathan et salut Safia. Salut. Salut Nora. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ACT, que j'ai connu via le réseau Apis. Je suis super contente de vous avoir sur mon podcast pour le thème d'aujourd'hui qui est entreprendre en couple, parce que je trouve que vous êtes un couple hyper inspirant. Et du coup, je voulais que vous partagiez votre histoire auprès des auditeurs pour inspirer le maximum de personnes et peut-être faire en sorte que de plus en plus de couples entreprennent ensemble, ou en tout cas aient une vision de ce que ça représente l'entrepreneuriat en couple et plus largement en famille, parce que vous êtes aussi, on le dira, mais une famille nombreuse en plus. Donc, pour commencer, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous voulez, Jonathan, Safia. Honneur aux dames, vas-y. Eh ben, moi c'est Safia, je vais prendre 34 ans, donc je suis avec Jonathan depuis bientôt 10 ans, dans quelques mois. Nous sommes les parents de 4 enfants, de 14 ans, 4 ans, 3 ans et Imani qui a 9 ans. Ok, moi c'est Jonathan, donc j'ai créé mon cabinet de coaching ACT en 2020, donc ça va faire bientôt 4 ans. Donc moi je me qualifie comme coach, thérapeute, conférencier et créateur de contenu. Ok. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant, là c'est un petit peu en bref, Ok. avant de vraiment développer. Ok, donc ACT créé en 2020, c'est toi qui l'as créé? Ouais, j'ai créé ça pendant la période Covid, Ok. un moment où en gros j'avais des certifications de coaching depuis un moment qui traînait. Et puis je me suis dit là c'est le moment, j'ai arrêté mon travail, il y a le Covid, il faut essayer de me lancer sur les réseaux, voir comment ça fonctionne et puis c'est parti. Ok, et pourquoi du coup le coaching? Pour ma part en fait, j'ai simplement suivi ce pourquoi j'ai toujours été fait. Depuis que je suis petit, mon rôle dans la vie des gens, c'est de les aider, de leur donner des conseils. Je me rappelle quand j'étais petit, j'aidais mes parents dans des fois leurs problématiques de vie. Donc, on a toujours eu de la facilité à me solliciter, à me demander des conseils. Donc, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que être moi-même? Donc, du coup, j'ai fait ce travail-là en me disant, je vais me lancer dans le coaching. Donc, au début, j'ai commencé par faire des études en psychologie. Ça m'a plu, moi qui n'étais vraiment pas fait pour l'école à la base. Donc ça a matché. Et ensuite, quand j'ai vu que la psychologie en soi, être psychologue, ça ne me convenait pas forcément, je me suis dit, il faut que je trouve un métier qui corresponde beaucoup plus à mes valeurs. Je suis tombé sur des vidéos de David Laroche à l'époque. Et j'ai directement adhéré, donc je me suis dit, je vais faire ça. Et c'est intéressant ce que tu as dit. Pourquoi tu considères du coup que psychologue, c'était pas fait pour toi, mais que le coaching, tu as trouvé quelque chose de différent dedans? Qu'est-ce que tu dirais qui est différent et qui t'a plus convenu? Mais en fait, quand je faisais mes études en licence de psychologie, je trouvais qu'on nous poussait à avoir beaucoup plus d'écoute active que d'action. Et je trouvais que c'était pas ce qui me correspondait. Moi, j'étais quelqu'un qui était plus dans l'action, dans il faut aller droit au but, il faut faire les choses comme il le faut. Et du coup, je me suis dit, ça me correspond pas d'être dans un bureau, écouter les gens et puis essayer de leur faire analyser eux-mêmes sans pouvoir avoir une action décisive sur ce qu'ils doivent faire. D'accord. Donc, en tombant sur des vidéos par hasard, je me rappelle, c'était une enquête exclusive sur David Laroche, les dérives du coaching. Et moi, j'ai pas trouvé ça comme une dérive, j'ai directement adhéré, donc je me suis dit, il faut que je fasse ça. Je me suis lancé. Ok, trop intéressant. Et toi, du coup, Safia, le coaching, qu'est-ce que tu en as pensé quand il t'a dit déjà qu'il voulait se lancer? Toi, t'étais comment? Qu'est-ce que ça t'a... Moi, ça m'a semblé naturel dans le sens où ça fait 10 ans qu'on est ensemble et je l'ai connu toujours à travers aider les gens, conseiller les gens, etc. Et d'ailleurs, c'est notre point commun aussi. Et ça me semblait évident, mais pas forcément de par son cursus de fac de psycho, etc. Mais je l'ai soutenu directement. Et moi, c'est le contraire, c'est que j'étais dans le salariat, donc dans la vente essentiellement et le commerce.
Donc au début, je l'ai soutenu, j'ai été un petit peu en off derrière justement, à lui proposer aussi des idées, à lui l'aider aussi, même à travers mes points forts, moi, en tant que commercial, etc. Donc sur tout cet aspect-là, moi j'ai été un petit peu dans le soutien pour Jonathan. Vous avez été complémentaires à ce moment-là. C'est ça. Et en 2022, moi, du coup, j'ai démissionné. Ça a été ma dernière expérience dans le salariat et en tant que commercial, pour justement aussi le rejoindre, me former et puis petit à petit aussi coacher les femmes, puisque je coach que les femmes. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en fait, est-ce que tu dirais que le fait qu'il se soit lancé, ça t'a inspiré toi aussi à quitter le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'était vraiment pour créer un projet commun qui soit viable, que tu t'es dit, je rejoins son projet, ou est-ce que toi aussi t'aspirais finalement à l'entrepreneuriat et qui t'a inspiré à sauter le pas? C'est-à-dire que moi aussi j'aspirais un petit peu à l'entrepreneuriat, mais j'avais des problèmes de confiance en moi en fait. Donc c'est vrai que lui, quand il s'est lancé, il m'a toujours dit allez, rejoins-moi. Moi je la voyais plus, en fait moi à la base je la voyais plus coach que moi. C'est-à-dire que moi je trouvais qu'elle avait des aptitudes qui étaient impressionnantes. Moi je trouvais que j'avais trop à travailler. Je me disais qu'au niveau des capacités, j'étais peut-être plus avancé qu'elle, mais au niveau de tout ce qui est l'aura, la présence, la façon de parler, elle était largement devant moi. Donc je la poussais tout le temps. Tu dois le faire. C'est aussi ta voix, c'est pas que la mienne. Voilà, c'est ça. Et j'avais pas confiance en moi et j'avais une extrême confiance en moi dans le domaine du commerce, parce que j'ai toujours été justement dans les meilleurs au niveau des chiffres, etc. Et j'avais peur de quitter ce poste où j'excellais en fait pour le rejoindre et repartir de zéro, parce que je me disais, lui, il a fait psycho, il a fait ci, il a fait ça. Et moi, c'est une aisance naturelle que j'ai d'aider les gens. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi notre point commun. Donc, il me voyait toujours débarquer chez les copines, aider aussi dans les conflits familiaux. Même, on avait toujours des longues discussions, jusqu'à maintenant, même après 10 ans, le soir où on parle de sujets divers et on débat sur plein de choses. Et en fait, il a fallu qu'en 2022, de moi-même, j'aille pas bien. Je me sentais plus du tout alignée personnellement. Et je me sens vraiment mal pour me dire en fait faut que j'arrête et que je me lance, donc quitte à être mal, autant que je travaille sur ma confiance en moi, etc. Donc de par mon travail que j'ai moi-même pris personnellement avec des coachs, je me suis dit je vais aussi rendre l'aspect plus professionnel, me former et coacher aussi, parce que si j'ai trouvé des solutions pour mes problèmes à moi, et maintenant je veux les transmettre aux autres et je veux aider aussi ces femmes-là. Ok. Donc, trop intéressant, parce que dans ce que vous dites aussi, ça fait un peu écho, je trouve, au syndrome de l'imposteur qu'on a beaucoup quand on est femme et qu'on a moins quand on est un homme dans l'entrepreneuriat, je trouve. Vous, est-ce que par rapport à ça, toi, Jonathan, du coup, tu t'es lancé, tu avais quand même fait une formation dans le coaching, etc. Mais est-ce que tu avais quand même ce syndrome au début de l'imposteur de est-ce que en fait ça a été quoi le point de bascule où tu t'es autorisé à faire ça? C'est intéressant que tu poses la question, parce que j'ai en parlé là, il n'y a pas longtemps. En fait moi, comme tout le monde, j'étais pris par le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je me disais en quoi moi je peux réussir à aider les gens. Enfin, c'est pas ça, c'était surtout être payé pour aider les gens. Je me disais, mais comment c'est possible que je puisse le faire? Et souvent, quand je sondais les gens, ils me disaient, mais qui va payer pour toi? Enfin, comment tu vas réussir C'est compliqué, l'entrepreneuriat, tu te prends pour Hitch. Directement, on m'a mis des barrières. Et j'avais une telle déjà conviction en mes capacités et une telle vision de ce projet-là, je ne le voyais pas vraiment comme quelque chose de petit. Quand je me suis lancé, je me disais déjà j'allais avoir 1 million d'abonnés, j'allais faire le tour du monde, en fait j'avais déjà cette vision-là. Donc je me disais comment je peux faire pour réussir à matérialiser cette vision-là. Et j'ai eu du coup mes certifications de coach en 2016, peut-être 2017, j'en ai passé peut-être presque une dizaine, parce que je voulais absolument être optimal, donc je me suis formé à fond, mais j'arrivais pas à décoller. C'est-à-dire j'étais partagé entre mon envie de me lancer et mon travail au McDo. Et à un moment donné, je me regardais, je me dis, mais je ne peux pas faire McDo toute ma vie. Et à un moment donné, le déclic, je l'ai eu quand j'ai demandé une augmentation, de passer du coup manager. Ils me l'ont refusé. Et c'est la meilleure chose qu'ils ont fait dans ma vie, c'est refuser. Donc j'ai démissionné.
Ensuite, j'ai appris qu'elle allait être enceinte, enfin qu'elle était enceinte, on allait avoir notre premier enfant en commun. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je vais être père. Je dois montrer l'exemple à mon enfant et ne pas être cette personne qui s'aborde son potentiel simplement par la peur du jugement, de l'échec, etc. Donc, je me suis dit, j'y vais. Et à partir de ce jour-là, j'arrêterai jamais, même si j'avais plein de complexes. D'ailleurs, au niveau de ma voix, je me disais, ma voix, elle porte pas assez. Elle est pas assez impactante, ça n'a pas marché, les gens vont me trouver dégueulasse à l'écoute. Je me suis dit, tant pis, je publie, j'écoute pas ma voix, même si c'est horrible pour moi de regarder mes vidéos à la base. Je publie et puis tant pis. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils aimaient chez moi, c'était ma voix. Donc mon plus gros complexe est devenu ma plus grande qualité. Et voilà comment j'ai réussi à casser ce syndrome-là. Trop intéressant. Ce qui est fou, c'est que justement, là où beaucoup de gens se diraient... on va avoir un bébé, donc je quitte surtout pas mon poste. Bah oui. Parce qu'il y a la sécurité financière, il y a beaucoup d'angoisse à l'idée d'être parent, c'était son premier enfant. Nous, on a fait l'opposé. C'est que, voilà, il a dit, je quitte tout, et puis j'y arriverai. Et puis moi, je lui disais, tu y arriveras, et puis... Et justement, du coup, vous avez vécu comment ça? Parce qu'effectivement, comme tu dis, et pour peut-être les personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas quitter leur poste, parce que besoin de sécurité, etc. Est-ce que tu avais quand même backé ta sortie de poste, ou c'est vraiment... Et d'ailleurs, ça aussi, je voulais revenir dessus, quand tu as eu cette vision de toi avec des millions d'abonnés, coach, qui fait le tour du monde, parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les entrepreneurs qu'on dit visionnaires, d'avoir une vision nette, précise de ce qu'ils vont obtenir. Mais à ce moment-là, tu sais pas comment... Et pour autant, tu franchis quand même le pas. Est-ce que tu as quand même sécurisé ton départ? C'est une discussion que vous avez eue ensemble? Comment ça s'est passé ce moment-là? Moi, déjà, depuis petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'intime conviction que j'allais faire quelque chose qui allait changer le monde. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mes parents ils m'ont toujours dit dans la tête, toi, tu as quelque chose en plus. Donc, j'ai toujours eu cette image-là de moi. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de réussir quoi qu'il arrive. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je ne suis pas quand même un fou, donc il faut que je trouve une façon de pouvoir en même temps préparer mon départ, en même temps pouvoir assurer mes arrières au cas où, parce que je ne vais pas mettre ma famille en galère, je vais être père. Et mon père m'a toujours dit, quand tu es l'homme, tu dois absolument être la personne qui solidifie ton foyer. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de quitter mon travail, j'ai pris un deuxième travail en freelance, qui était du coup livreur Uber. Donc j'ai attendu de voir comment ça fonctionnait, j'ai appris tous les codes du métier pour réussir à être plus performant que les autres. Une fois que j'ai vu que ça pouvait être viable, j'ai du coup quitté mon travail au McDo. Et je me suis mis dans Uber Eats à fond. Et comme Uber Eats, ça marche que dans les périodes où on mange, du coup ça veut dire que j'avais tout le temps le matin avant le midi et tout le temps l'après-midi avant le soir. Et donc voilà comment j'ai réussi à sécuriser. Tu as fait un side business avec du freelancing à côté entre guillemets mi-temps, parce que tu as pu optimiser tes horaires. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'au moment où j'arrête, le Covid arrive, donc tout le monde commande, plus personne sur les routes, donc vraiment là, Uber Eats, ça a explosé. Donc tout s'est aligné. Et les planètes s'alignent au bon moment. Depuis que je me suis lancé dans le truc, c'est que vraiment tout s'aligne pour que j'arrive à ma mission de vie, en fait. Ce qu'on appelle un petit peu l'ikigai, et je pense qu'il y en a qui connaissent ça. Donc vraiment, je me suis mis et ça a filé. Ok. Trop inspirant. Et un truc que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est que tu disais que tes parents t'ont toujours dit que tu avais quelque chose en plus. Et tu vois, quand tu regardes les personnes qui ont eu des belles réussites, ou en tout cas qui ont cru en eux, qui ont dépassé le syndrome de l'imposteur, je trouve que souvent, c'est parce qu'ils ont eu un environnement qui les a quand même soutenus d'une certaine manière et leur a dit qu'ils étaient capables de faire des grandes choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose, du coup, vous, avec vos enfants, que vous essayez de transmettre aussi? Parce qu'on en parle, après, il y a toujours des limites. On parle souvent, on donne en exemple Kanye West avec sa mère, qui était toujours à l'encenser, mais t'es génial, mon fils, etc. Il y a aussi Elon Musk, c'était pareil. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de grands hommes chez qui, derrière, il y avait des mères qui les boostaient beaucoup au niveau de leur potentiel, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous, que vous transmettez à vos enfants? Ou est-ce que vous avez une limite? Et toi, pareil, Safia, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter ou justement non? Et est-ce que c'est ça peut-être qui fait la différence entre est-ce que tu dépasses facilement le syndrome de l'imposteur ou est-ce que finalement
tu as toujours besoin de te prouver que tu peux le faire sans autorisation, entre guillemets. Bah, par rapport aux enfants, je dirais totalement, parce que moi j'ai eu une enfance où c'était le contraire. Et j'avais confiance en moi et beaucoup de rêves. Et pour te donner un exemple, je faisais beaucoup de danse. Et j'avais un conservatoire qui m'avait repérée. Et mon père avait été complètement à l'encontre de ça en me disant mais tu crois que tu vas devenir danseuse, tu crois que tu vas faire ci, tu crois que tu vas faire ça. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup brisé mes rêves et on m'a pas forcément donné confiance en moi. Et bah, je fais tout l'opposé moi de ce schéma-là envers mes enfants. C'est-à-dire que bah, on est complètement dans ce truc-là de tu vas réussir, que ce soit même pour faire un lacet ou autre. Tu vois, mon fils, il va dire non, j'y arrive pas. On va dire mais si, tu vas y réussir. Et ça, c'est vraiment dans les détails du quotidien, autant que notre grande qui va commencer justement à approcher un petit peu le milieu pro, etc., les projets, les envies. On va complètement la booster dans ça, tout en lui donnant des conseils, tout en la laissant libre aussi de pouvoir penser ça, même si nous, de par notre vision d'adulte, on va penser que, attention, il y a des réticences, etc. Mais on va quand même avoir ce truc de lui dire, bah écoute, je pense que tu peux te lancer, tu peux réussir, etc. Et c'est un petit peu notre méthode éducative, parce que lui, justement, ses parents ont eu cette vision-là de lui, et moi, c'est l'opposé, tu vois. D'accord, ok. Moi, quand j'étais petit, en plus, je me disais tout le temps, il faut que je repère tout ce qui peut aider mes futurs enfants à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a déjà, même quand j'avais 7-8 ans, je me disais, ah bah tiens, ça, il faut que je le dise à mes enfants plus tard. C'est déjà une charge mentale. J'ai déjà une charge mentale de fou. Et mon ambition de vie, c'était faire mes enfants et puis réussir en fait à leur donner ce que j'ai pas eu. Donc j'étais vraiment dans ça à fond. Donc quand j'ai eu mes enfants, je me suis vraiment mis je vais leur donner tout ce qu'il faut pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc chacun a sa personnalité, chacun a son ambition. Et on peut déjà voir que notre grande, qui a 14 ans, elle suit déjà nos traces. Elle fait nos formations avec nous, elle lit les mêmes livres que nous, elle veut déjà faire comme nous. Donc c'est très bien. Et il faut toujours mettre la limite entre encenser et impulser en fait. Et quand tu parlais tout à l'heure de Kanye West et Elon Musk, en fait, eux, ils ont eu ce qu'on appelle un complexe d'Oedipe mal résolu. Ça veut dire que normalement, quand on est enfant, on est amoureux de sa mère et arrivé à l'âge pré-adulte, on va dire adolescent, on se détache de sa mère. Et en fait, quand tu détaches pas ce lien-là, tu crées un complexe d'Oedipe mal résolu, ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir une vision de toi qui va être complètement erronée et égocentrique. Donc c'est ça la limite qu'il y a entre élever un enfant et l'encenser inutilement pour lui donner un ego surdimensionné. Ok, d'accord. Donc avoir un juste milieu, et c'est ce que vous essayez de faire pour booster vos propres enfants. Et du coup, ACT, je voulais revenir aussi sur le nom parce que je le trouve intéressant. Les autres, c'est toi. Pourquoi ce nom ? Ça, c'est une histoire que je raconte souvent. Et en fait, on était en 2015, je crois, en 2015, hein, c'est ça. Elle travaillait pour une boîte commerciale et cette boîte commerciale, elle nous avait invités pour un loto. Et dans le loto, il y avait plusieurs lots à gagner. Et en fait, nous, on avait acheté des grilles de loto, on jouait, on n'arrêtait pas de perdre. Et à un moment donné, on arrive au dernier lot, c'était un scooter à gagner. Et puis, c'est une autre personne qui gagne le scooter. Donc on se dit, en fait, c'est impossible, on va jamais gagner et tout. C'est toujours les autres qui gagnent. C'est elle qui me dit ça. Il me dit, c'est toujours les autres qui gagnent, il y en a marre, c'est toujours les autres qui gagnent. Finalement, le monsieur qui a gagné le scooter, il dit, en fait, moi j'ai déjà un scooter, j'ai déjà gagné un ordinateur dans le loto. Du coup, je remets le scooter en jeu. Du coup, et on dit, il n'y a que les personnes qui n'ont pas le permis qui peuvent repasser. Et elle, à ce moment-là, elle n'avait pas encore le permis. Donc, et j'étais complexée en plus de par le permis, alors que ça m'a porté chance. Voilà. Et du coup, elle dit, vas-y, je veux reparticiper, elle participe. Et puis là, on gagne. Et tu vois, aujourd'hui, les autres, c'est toi. Et depuis, ça m'est resté. Et je me suis dit, mais en fait, ce slogan-là, c'est vraiment ça dans la vie. Quand on pense que les choses n'arrivent qu'aux autres, ça ne nous arrive pas. Mais quand on commence à avoir une sorte de lueur ou de manifestation de ce qu'on veut, on finit par l'avoir. Et moi, quand elle disait qu'on ne peut pas l'avoir, je me disais, si, on va l'avoir, on peut l'avoir. Après, on ne l'avait pas eu. Mais finalement, on a fini par l'avoir. Et du coup, ça m'est resté. Donc, c'est un peu elle qui m'a inspiré. Ok, trop intéressant. Et après, ce scooter, on l'a donné à un monsieur, un père de famille qui était dans le besoin pour une bouchée de pain, en fait, en disant on n'en avait pas forcément besoin du scooter, mais en fait, ça nous avait... la symbolique, elle avait été cool quand même pour nous. C'était le point de départ de cette aventure, en fait. Ok.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'entrepreneuriat en couple, parce que déjà, l'entrepreneuriat tout seul, c'est compliqué. Alors, en couple, avec une famille, vous avez dit, vous avez 4 enfants. C'est ça. Comment vous faites? La question simple, comment vous faites? Je vais commencer Comment parce que est géré, c'est moi ouais. qui vais parler le moins de ça, parce que je pense que ça, au niveau de cette organisation, c'est vraiment elle, la chef de l'organisation, pour qu'on soit bien optimal. Déjà, ce qu'on a fait pour avoir entre guillemets, un cercle bien organisé, c'est qu'on a défini des rôles dans le couple pour que du coup, on puisse chacun faire certaines choses. Donc, on va essayer de faire des choses chacun à notre tour, chacun avec sa mission. Ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. Ensuite, moi, j'étais quelqu'un qui avait mis vraiment beaucoup d'importance sur le fait que les enfants, c'était la base de la famille. Donc, j'avais opté en plus de ça pour que les enfants, ils n'allaient pas en crèche. C'est-à-dire que c'était une charge en plus. Donc, ce qu'on s'est dit, par exemple, pour la petite dernière, parce que les autres, ils sont déjà à l'école, c'est que moi, je travaille 4 jours. Elle travaille 3 jours, comme dans les 7 jours. Donc, du coup, les jours où je travaille, elle ne travaille pas. Le jour où elle travaille, je ne travaille pas. Comme ça, on garde la petite de manière alternée. On essaie de faire une nuit chacun, les nuits. C'est-à-dire, là, on fait plus ça. Au début, c'est un peu elle qui a plus fait les nuits. Mais là, depuis que du coup, elle s'est mise dans le travail, on fait une nuit chacun. Et surtout, on a essayé de prendre une femme de ménage pour faire le ménage. On essaie de trouver des occupations chacun. Des fois, c'est moi qui vais avec les petits qui sort. Des fois, c'est elle qui sort avec les petits. Et donc, du coup, on essaye, mais on fait qu'essayer. Là, on ne voit pas, mais les cernes, elles sont présentes. Donc, on essaye et puis on se dit que pour l'instant, c'est plutôt notre couple qui va être un petit peu sur le côté pendant peut-être 1 an. Et une fois que la petite sera en âge de pouvoir être plus autonome, on se reconcentrera sur la base de notre couple. Mais vu que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on sait qu'on peut se le permettre et que ça ne va pas affecter notre relation. Ok. Donc ça, c'est un point. Après, je la laisse, elle, voir son point de vue. Non, mais je suis d'accord avec toi sur la configuration et l'organisation. Après, je dirais que faut beaucoup communiquer aussi. Je pense que pour avoir cette gestion de vie-là, il faut être un couple assez solide. Parce que, comme il a dit, le couple, il s'oublie un peu dans la période postpartum. Qui est d'autant difficile pour la famille et beaucoup plus pour la maman aussi, de par physiquement, chimiquement, etc. Et on a une très bonne communication parce qu'on a travaillé à ça ensemble et aussi indépendamment. Donc ça veut dire que quand ça va pas du tout, quand je suis surpassée ou il est surpassé, on est complètement dépassé émotionnellement ou psychologiquement, on se parle en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lui dis il faut que j'aille faire une nuit chez ma maman, ou lui il faut qu'il aille voir ses amis, ou enfin voilà, on s'entraide et je dirais qu'on est une équipe. Ça depuis toujours, mais encore plus depuis qu'on est parents ensemble. Après c'est aussi un choix de vie et on a la vision du... Là on galère mais plus tard ça sera tout ce qu'on voulait en fait. C'est-à-dire qu'on aura notre grande tablée familiale, enfin voilà, on garde en tête cette vision qui nous apporte du bonheur là où c'est difficile dans le présent. La projection de l'avenir. Et ça, on a mis du temps à le faire, mais on apprend aussi à demander de l'aide et à déléguer aussi. Chose qui est importante, c'est qu'on a de la chance d'avoir une famille. Comme il dit, on a pris une femme de ménage. Ça nous aide beaucoup aussi dans le quotidien. D'autant plus que moi, ça devenait difficile puisque je souffre d'un handicap invisible aussi. Donc physiquement, j'ai des douleurs qui sont assez importantes. Donc on accepte de se faire aider ou au moins d'accepter l'aide que nos proches nous proposent depuis octobre, depuis que la petite est née. Et on arrive aussi à trouver des moments, malgré la fatigue, on se dit allez, on sort un peu, on se force, on arrive quand même à faire des choses familiales. Et une chose qui est très importante aussi, c'est qu'on fait participer nos enfants. Donc il faut faire attention, c'est qu'ils n'ont pas à en pâtir non plus de tout ça et il faut qu'ils conservent leur enfance. Mais on leur donne des petites tâches comme quand on a fini de manger, ils peuvent mettre leur assiette dans l'évier ou des choses comme ça. Ça décharge les parents, ça leur apprend aussi l'autonomie. Et je trouve que c'est important qu'on ne soit pas qu'une équipe à deux, mais une équipe familiale aussi. Et on parle aussi à nos enfants en disant parfois, là, il faut nous aider un petit peu, parce qu'on est aussi fatigués, etc. Ok. On a la chance d'avoir des enfants très matures, parce qu'on les a vraiment éduqués dans l'autonomie, vu qu'on est tous les deux dans le coaching, dans le développement personnel, ils sont aussi très sains là-dedans, très bien, ils savent faire les choses, ils sont débrouillards, donc ça nous permet d'avoir aussi ce lâcher-prise qu'on peut mettre.
Et d'ailleurs, c'est le sujet des programmes que moi j'ai créés. On a créé un programme qui, en fait, aide les gens à se créer la relation qu'ils souhaitent, malgré les contrariétés de la vie, où on explique, nous, dans ce programme-là, notre parcours, comment on est passé d'un couple avec un étudiant, une jeune mère, à deux entrepreneurs avec 4 enfants. Et du coup, dans ce programme-là, on explique vraiment les bases de notre couple, les bases des relations, et on a placé quelques petites anecdotes sur notre relation pour expliquer comment on fait, tout simplement, pour gérer tout ça, et pour réussir à être ce couple aussi solide, malgré les années, parce qu'on s'est rencontrés, on avait à peine la vingtaine. Donc c'est très rare de tenir 10 ans, avoir 4 enfants, avoir une entreprise, faire tout ça, et c'est pour ça que nous, on a réussi à faire ça, et qu'on essaie de l'apprendre aux gens, comment on a réussi à le faire, et comment eux peuvent aussi réussir à le faire. Donc si je résume, pour entreprendre en couple, selon vous, donc c'est déjà avoir un couple solide, donc solidifier les bases de votre couple avant même de se lancer, parce que sinon je pense que ça peut être un peu catastrophique, bien communiquer, déléguer, et je pense, parce que vous l'avez dit au niveau de la maison, mais même au niveau personnel, savoir se faire aider, savoir déléguer, c'est important, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas assez, honnêtement, pour en voir beaucoup. Et effectivement, favoriser au maximum l'autonomie de chacun dans la famille. Et je pense aussi une chose qu'on avait dit un peu en off, mais c'est de bien connaître ses valeurs et sa vision. Parce que tu l'avais dit en off, mais pour toi, une valeur hyper importante, c'est la famille. Donc, tu es OK de prendre plus de temps pour développer ton entreprise parce que tu as priorisé cette valeur avant peut-être ta valeur réussite. Mais ça, je vois beaucoup de coachs comme moi qui ont déjà des millions d'abonnés, ils gagnent déjà des 20 000, 30 000 euros par mois, ils ont explosé. Et puis moi, je préfère, je peux quand même, moi j'ai de la chance, en 4 ans, j'ai quand même réussi à créer une communauté, 200 000 abonnés. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie avec ça, j'ai pas besoin de travailler, je travaille qu'avec ça. Donc du coup, j'ai quand même réussi à franchir des steps, mais je sais que sans ma famille, je serais beaucoup plus loin. Mais sans ma famille, je n'aurais pas créé ça non plus. Donc pour moi, là, ce que je veux, c'est la famille avant tout. C'est vraiment ma base. Et si je dois mettre plus de temps que les autres, je mettrai plus de temps. Et dans tous les cas, ce sera ma famille. D'ailleurs, je me suis même mis père au foyer pendant 1 an au moment de créer mon entreprise pour m'occuper de mes 2 enfants qui étaient en bas âge pendant qu'elle allait travailler. Parce que j'avais besoin d'être là et de montrer à mes enfants plus tard que moi, j'ai toujours été là. Je suis légitime pour vous donner des conseils, je suis légitime pour vous donner de l'amour et surtout, vous allez avoir des bases qui font que, entre guillemets, vous n'avez pas le droit d'échouer. Parce que vous avez eu un père présent, vous avez eu un père qui s'est saigné pour vous, vous avez une mère présente, vous avez une mère qui s'est sacrifiée pour vous. Donc, vous devez prendre cette voie-là. Et pour moi, c'est important et c'est ce que mon père il m'a toujours appris. Pas forcément de la même façon que moi, mais du coup, j'ai voulu l'adapter à ma façon et ma vision pour que ce soit vraiment optimal pour eux. Ok, d'accord. Peut-être une dernière question là pour terminer le podcast. Est-ce que vous diriez que dans votre couple, il y a un avant et après la création d'ACT ? Pour moi, je dirais oui, parce que c'est ACT. Je pense que pour d'autres personnes, peut-être non. Mais en fait, nous, comme on travaille dans le coaching, dans le couple, dans la femme, dans la parentalité, en coachant les gens, on se coach nous-mêmes. Donc, on a acquérir des compétences énormes pour avoir un couple sain et solide parce qu'à la base, on vient de 2 milieux où c'était très compliqué au niveau de nos familles. On n'a pas eu forcément un environnement très sain pour grandir. Donc quand on prend 2 environnements pas très sains et qu'on les met ensemble, c'est pas forcément très optimal. Donc on a dû vraiment faire en sorte d'assainir notre relation, d'être sur la bonne longueur d'onde. Et là, comme on en a parlé, on a dit oui, entreprendre dans une famille solide, soudée, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était compliqué. Rien qu'entreprendre, quand il y en a un qui entreprend, puis l'autre il entreprend moins, ça crée des conflits. Quand il y en a un qui veut travailler, l'autre il a besoin d'entreprendre, ça crée des conflits. Donc là, c'est la partie de l'iceberg où c'est tout beau, mais en dessous, on a beaucoup cravaché. Et je dis tout le temps aux gens que j'accompagne, on est des rescapés. C'est-à-dire que c'est de par notre choix et notre envie, notre ambition qu'on a réussi à créer ce couple-là. Et c'est de par ça que si eux, ils veulent aussi construire un couple solide ou même avoir simplement une base de couple saine, il faut qu'ils passent par là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans mon programme que moi j'ai créé ça et que j'explique comment on a fait. Mais c'est quelque chose que
ça n'a pas été facile. Là, vous avez vu les bons côtés du podcast, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on a galéré. Et c'est quoi vos plus gros challenges aujourd'hui? Je dirais les plus gros challenges qu'on a aujourd'hui, c'est de réussir à concilier la vie de famille, les projets et le quotidien en fait. C'est-à-dire on doit s'occuper de la famille, des enfants. On doit à la fois faire évoluer nos projets dans notre coin et en même temps garder la flamme dans le couple. En fait, on a l'impression qu'on est comme des robots. C'est-à-dire qu'on est en apnée tout le temps. Mais ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est que pour les valeureux qu'il y a des grandes batailles. Donc on va souffrir à un moment donné, mais le jour où on aura passé ce cap-là, on aura tout pour réussir. Et on a énormément de projets, que ce soit au niveau du couple, de la famille, de l'entrepreneuriat. Donc on sait qu'on a beaucoup de belles choses à voir pour la suite. Donc voilà. Et au niveau de l'entreprise, on n'a que des bons retours, on n'a que des belles perspectives. Là, on a beaucoup de choses à la rentrée qui vont arriver où ça va vraiment faire passer un nouveau statut. Donc franchement, on n'a que des belles choses à dire. Et on aurait fait ce podcast-là il y a 5 ans, on aurait des choses à dire qui seraient totalement différentes. On était vraiment dans une construction. Aujourd'hui, après 10 ans de couple, on peut se dire qu'on a réussi en fait notre projet de vie. C'est-à-dire qu'on est à la première porte de notre projet de vie. Après, il reste encore un long chemin, mais on a réussi à construire les bases de ce projet-là qui était à la base insurmontable. Moi, j'arrive, je suis étudiant, elle est mère au foyer, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un projet qui va nous rendre millionnaires, on va créer une famille nombreuse, on va s'aimer. Comment on fait? Et pour l'instant, on peut le dire, arrivé à 10 ans, on a créé les bases pour faire ça. On verra l'avenir maintenant. C'est ça, et moi j'aurais voulu juste rebondir sur ta question où tu demandes s'il y a un avant-après, et il dit que simplement c'est l'envie aussi qui nous a fait tenir jusqu'ici, mais je dirais aussi que c'est le travail de chacun de son côté aussi, au niveau de nos propres blessures, de nos traumas, etc. Et en fait, en aidant les autres, on a travaillé aussi sur nous-mêmes, en comprenant beaucoup de choses, et ce qui fait que du coup, je suis une meilleure femme pour lui, c'est un meilleur homme pour moi, etc. Là où on parle beaucoup de la charge mentale féminine, et il travaille dedans, il aide les femmes dedans, donc il peut que me comprendre. Donc, en fait, ça nous a solidifié aussi de ce côté-là, c'est qu'en lançant ACT, on s'est construit sur beaucoup de choses et on a guéri de beaucoup de choses, là où de base, on n'avait pas les visions de... je te donne un exemple, mais sur la surcharge, des fois, je dis, moi, ma limite, elle est là, c'est que là, même si tu es fatigué, je suis fatiguée, moi, il faut que j'aille me prendre un café toute seule, 1 heure ou un truc comme ça. Chose qui est très, très dure pour la femme de par la société, de laisser les enfants au père. J'ai souvent des messages, mais t'as bien de la chance d'aller au sport, d'aller voir tes copines, où sont les enfants, et c'est souvent mal vu qu'il soit avec le père, là où il dit que lui, il s'est mis aussi père au foyer. Et c'est grâce à ACT aussi tout ça, parce que ça lui a aussi changé sa vision, et moi ça m'a changé ma vision sur beaucoup de choses. Donc on s'est aussi solidifié en aidant les gens, en lançant ACT, etc. Donc là où il y a des combats actuels qui sont très très difficiles pour les femmes, que ce soit la charge mentale qu'on se met à nous-mêmes, que notre éducation nous met aussi en tête, ou par beaucoup de la société aussi, et je pense qu'en travaillant dans ce domaine-là, ça nous a énormément aidé, parce que là, on est en plein dans la charge mentale qui est extrême de par la configuration familiale qu'on a actuellement, avec 3 enfants en bas âge. Donc le postpartum, on n'en sort pas depuis 2019 en fait. Et nous, ça nous a aidé aussi. Donc il y a un avant-après aussi, je dirais, sur ce travail-là. C'est qu'il n'y a pas eu que l'envie, il y a le travail aussi qu'on a fait en amont sur accepter de changer sa propre vision. Mais ça revient avec tous les invités que j'ai, et j'en parlais hier sur l'épisode avec Pierre David, il l'avait aussi conclu comme ça, en disant finalement qu'un entrepreneur, souvent en fait, il va avoir des blocages dans son entreprise en écho avec des blocages avec lui-même, et que finalement l'entrepreneuriat, c'est un travail sur soi constant. Donc je comprends l'idée de justement... via votre activité, vous avez aussi pu progresser vous-même et dans votre couple. Et du coup, c'est une dynamique qui est hyper intéressante et que vous transmettez aujourd'hui à vos enfants. Donc, je trouve ça super, et c'est encourageant, parce qu'on se dit du coup qu'il y a plein de belles choses à ressortir d'une expérience comme ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, où je vais parler vraiment de
comment les blessures, ils influencent sur toutes les sphères de notre vie, que ce soit le travail, l'amitié, l'amour ou la famille. Et j'ai vraiment mis toutes mes connaissances et mon savoir sur le sujet du développement personnel, du coaching, des blessures, pour en faire vraiment un ouvrage qui va permettre à beaucoup de gens de sortir de beaucoup de situations psychologiques et mentales. Donc c'est un livre qui sortira normalement en septembre. Donc pour ceux qui écoutent ce podcast-là et qui suivent, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux, accepter les autres c'est toi, et patienter parce que ça va vraiment être un livre qui pour moi, sans prétention aucune, peut révolutionner beaucoup de choses dans la vie des gens et même au niveau du développement personnel en général. Donc pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller voir et rester présent sur mes réseaux. Ok, et le message est passé, Jonathan, merci beaucoup. Merci Safia, je vous remercie encore pour ce bel épisode et je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter avec la note qui te semble la plus juste. Abonne-toi au podcast aussi si tu souhaites être informé des prochains épisodes à venir. Et enfin, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Shine Bright by Apis. Je sais, c'est de l'anglicisme, c'est pas facile, mais tu reprends juste le titre du podcast, tout attaché, et tu vas me trouver. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!